Attention, cette semaine, grave atteinte à la pop culture, hein. Je pense même que ça vient de Ségolène Royal cette affaire, hein, mais j'ai appris qu'il y avait une école d'Avignon qui interdisait le lancer d'enfants par-dessus le portail. Or, c'est précisément cette école où Wolverine et Colossus avaient perfectionné leur fastball. C'est go. Fastball. Non mais maintenant on va parler anglais. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, j'en vois plein qui se demandent pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans son placard habituel, un exigu à tel point qu'un truc comme ça à Paris, ça ne se loue que 3200 € par mois. Eh bien, sachez qu'un matin, je me suis réveillé avec une amygdale qui se transformait clairement en Ghost Rider à chaque fois que j'avalais. Je suis allé voir mon docteur qui, un peu strange, m'a dit que ça pouvait très bien être une angine, mais aussi le début d'un Covid. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à avoir comme le bras de Reed Richards qui est venu me tripoter derrière mon nez, un petit peu comme si la femme invisible y était. Et en attendant d'avoir le résultat, évidemment, eh bien, je fais comme le 12e chapitre de Doomsday Clock pendant un long moment, je ne sors pas. Mais ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 270e JT Comics. Désolé pour le taux de diabète, mais je peux pas résister, hein. Il faut que je vous montre ce petit cosplayer trop mignon, trop choupi du Battinson. Moi, c'est comme ça que je me représente absolument tous les fans d'Evanescence, hein. Et sans plus attendre, eh bien, on passe aux news de la semaine. Storage Wars. C'est la news insolite de la semaine, hein, l'histoire d'un homme, un brin collectionneur sur les bords, qui à sa mort a tout légué à ses voisins, un petit couple de vieux retraités anglais qui, quand ils ont ouvert le garage du type et ont vu les montagnes de jouets vintage qu'il y avait dedans, ont dû se dire il est bien sympa le petit, paix à son âme, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre de tout ce bordel, hein. Ils étaient à deux doigts d'aller à la déchetterie Sarlac, mais le fils, il a eu un petit peu le flair, et il a appelé un expert, et l'expert est venu et a eu le plaisir de découvrir l'une des plus grosses collections de jouets Star Wars à ce jour. Du coup, ils sont passés du Sarlac directement à Watteau, ils ont réussi à vendre tout ça aux enchères, plus de 525 000 $. Alors évidemment, il y avait quelques comics, mais c'est pas ça qui est parti le plus cher, non, c'est un lot de figurines de la marque Palitoy, qui est parti à plus de 20 000 $, notamment parce qu'il y avait ce commandant du Star Destroyer encore emballé et quasiment en parfait état. Et des comme ça, apparemment, il n'y en aurait que 2 ou 3 dans le monde. En tout cas, une histoire comme celle-ci, je peux vous assurer qu'il n'y en a qu'une. Mot magique. On va parler de Papy Caméo, tiens, pas confondre avec Papy Camelto, ça c'est le résident du 3e qui a toujours l'habitude de se monter le pantalon au-dessus des pecs à tel point qu'on a toujours l'impression qu'il cache un dindon dans son slip. Non, là c'est de Stan Lee dont on va parler, le fondateur de l'Empire Marvel moderne, qui avait une devise, il l'utilisait un petit peu à toutes les sauces, c'est le mot Excelsior, ça veut dire en latin, c'est un comparatif, ça veut dire plus haut, c'est même la devise de l'État de New York. C'était devenu un gimmick avec lequel Stan Lee finissait toutes ses phrases, il l'utilisait dans ses éditos dans les magazines Marvel à l'époque, il l'a même utilisé dans l'ère d'Ultron, dans son caméo, Marvel le réimprimait ses chroniques dans les magazines mensuels, donc il l'utilisait aussi, mais ça risque de cesser puisque les éditeurs de chez Marvel ont formellement interdit à tous les artistes, à tout le monde d'utiliser le mot, tout simplement parce que l'ex-société de Stan Lee, POW Entertainment, qu'il a cofondé, a déposé le mot, et donc vu qu'il y a eu des procédures, notamment entre Stan Lee, cette société, les ayants droit, tout le monde, ils préfèrent être prudents, et je pense qu'ils ont bien raison. Discontinue. C'est la rumeur de la semaine, celle d'une rupture entre un couple qui avait déjà un petit peu du plomb dans l'aile, malgré tous les bons efforts réalisés de chaque côté. Mais en 2021, DC et la continuité DC se séparaient officiellement. Donc fini les questions du type, est-ce que dans le New Rebirth, on peut compter ce comics-là? Est-ce que ce one-shot de Batman compte dans l'histoire du personnage, plutôt que de rester sur une vision à la date d'idiot qui disait que tout est arrivé, tout compte. Là on serait plutôt sur une vision tout est arrivé, rien ne compte, qui se résume en 3 mots, bas les couilles. Ça s'intitulerait le DC Omniverse, et si on était versé sur les mêmes, on pourrait dire que ça a quand même tout ça commencé en voulant faire une continuité toute propre, toute lisse et surtout unique, et ça a fini à en jeter tout ce que vous pouvez. Il y a 80 ans de continuité qui finalement vont coexister. Donc tout ça, ça viendrait après l'event Death Metal qui serait l'élément déclencheur, et puis on aurait droit en mars
à un Omniverse Special qui, à la manière du DC Rebirth Special, viendrait poser les bases de cette nouvelle façon de raconter des histoires chez DC avec plein d'histoires courtes par plein d'auteurs et de créateurs différents, hein, mais des têtes de liste, inspirées du James Tynion de Force. Et pour fêter ça, hein, c'est pas une blague, attention, Geoff Johns et Jason Fabok prépareraient une suite en forme de one-shot aux 3 Jokers. Moi je pense vraiment que c'est le Joker de Walt Flanagan qui vient demander des comptes. Pourquoi est-ce que moi je suis pas le 4e Joker? Tiens, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, hein, parce que mine de rien c'est un véritable changement de paradigme chez DC, hein, quelque chose d'un petit peu plus franc, mais la porte ouverte à un sacré bordel néanmoins. Propagande. Tiens, il y a Vought qui doit encore être en train de tourner un petit clip de propagande, puisqu'on a vu le Protecteur et Starlight sauver un homme, foncer dans une maison qui était en feu. Blague à part, ce héros courageux et sa femme, qui sont fans de la série The Boys, étaient en route, en chemin pour une fête déguisée d'Halloween quand ils ont vu une maison en flammes. Lui, il n'a absolument pas hésité, ni une ni deux, il a risqué sa vie, il est monté à l'étage pour aller sauver une personne qui y était. On peut dire qu'il a été sacrément protecteur, et même l'acteur Anthony Starr, qui incarne cet odieux personnage dans la série sur Amazon Prime, a lâché un petit tweet en disant qu'il ne pouvait pas être un parent plus fier, et lisez The Boys. À l'ancienne, pendant que chez DC certains se servent des comics pour deviner ce qu'il va se passer au cinéma, puisque les variantes cover Wonder Woman 1984 ont complètement disparu des plannings, faisant dire à beaucoup que la sortie promise prochaine est complètement morte et enterrée, et bien chez Marvel on vient plutôt déterrer des vieilles intrigues pour les conclure. Ça se passera dans la toute nouvelle série consacrée aux mutants qui s'intitule X-Men Legends, et attention, on fait encore un nouveau bond à l'heure d'hiver, mais l'heure d'hiver de 1992, avec cette cover de Brett Booth qui rappelle évidemment les plus grands moments de Jim Lee. On viendra nous parler, peut-être nous donner toutes les clés de ce fameux mystère du 3e frère Summers, vous savez, qui est teasé depuis longtemps, notamment par Chris Claremont, qui va revenir pour écrire dans ce magazine. Marvel va le payer enfin à faire quelque chose. Il n'y aura pas que lui. Il y aura Fabian Nicieza, Brett Booth, Louis Simonson, Larry Hama, Peter David, plein d'autres. Il manque plus que Rob Liefeld et John Byrne et on est au complet. Je laisse évidemment tous les grands fans nostalgiques des X-Men des années 80-90 organiser une petite fiesta dans les commentaires. CTRL-C, CTRL-Vire. C'est toujours marrant les petites guéguerres entre Marvel et DC, quand l'un copie l'autre en essayant d'améliorer les idées. C'est grâce notamment à Namor qu'on a eu droit à Aquaman, c'est grâce à Darkseid qu'on a eu droit à Thanos. Aujourd'hui, c'est un petit goût amer, puisque le dernier event que Marvel recopie chez DC, c'est son bain de sang éditorial d'il y a quelques semaines, quand beaucoup d'employés ont été virés. Alors on peut maigrement se consoler quand on voit que Marvel ne va pas aussi loin que la distinguée concurrence, mais néanmoins, il se passe chez Marvel ce qu'il se passe dans toutes les entreprises et même dans Dragon Ball Z. Quand il y a acquisition, fusion, il y a toujours moins de monde à l'arrivée qu'au départ. Surtout avec le combo Covid. Et là, malheureusement, chez Marvel Comics, il n'y en aurait qu'un qui tombe. C'est l'éditeur John Lee qui était arrivé en 2018 pour prendre la place de Dan Buckley, qui avait été promu chef de Marvel Entertainment. Eh bien, lui, c'était un éditeur qui était plutôt dans l'ombre, contrairement au visage, aux façades que sont Cibi Cebulski et Joe Quesada, mais néanmoins, il avait ramené les licences League of Legends et Warhammer dans l'escarcelle de la Maison des Idées, en bon chasseur-cueilleur. On lui souhaite évidemment bien du courage, et ça arrive pile au moment où DC, au contraire, cherche à rembaucher, notamment un responsable des produits digitaux et mobiles, et au moment aussi où Mary Javins est promue officiellement éditrice en chef de chez DC Comics. Elle l'était par intérim depuis août dernier. On nous dit qu'en plus de son taf d'éditrice, elle va également servir de mentor à la jeune génération d'artistes, de créateurs de comics, qu'elle va aider à trouver leur voie, et je pense que c'est là la partie la plus intéressante du métier. Hell Kid. Oubliez les Césars, les salons du livre, les assemblées politiques. Désormais, vous allez retrouver les Daniel Cohn-Bendit, les Gabriel Masneff, les Roman Polanski directement dans la queue de vos comic shops préférés, puisque avec les tendances, ils sont devenus geeks, tu m'étonnes. Bébé Yoda, Bébé Groot, maintenant l'enfant Hellboy. Et oui, Mike Mignola, Tom Snegoski, Craig Rousseau et Dave Stewart viennent raconter une nouvelle page de l'enfance de celui qu'il ne faut pas trop juger par son apparence. Ça s'appellera Hellboy The Hidden Land. Dans la continuité d'Hellboy, ça vient s'inscrire juste avant l'excellent cirque de minuit. Apparemment, là, ça serait Hellboy et le professeur Bruttenholm, donc son papa adoptif, qui pour une fois a des bonnes raisons d'être vivante puisqu'on est dans le passé. Eh bien, ils vont s'échouer sur une île qui va être tout à fait hostile, même si elle semble apparemment être la demeure d'une des grandes stars de Hellboy.
Ça sent le King Kong, hein, et ça ferait plaisir à mon poteau Bruno Bessadi que j'embrasse. Hein, et de toute façon, il y a déjà un singe sur la cover, donc ça lui fera plaisir. On nous parle d'un récit léger en hommage aux Pulps. Hein, il y aura des covers de l'excellent Matt Smith et en plus, il y aura le maître Mimi qui sera là aussi. Hein, moi, je serai au rendez-vous. Lisez, lisez et lisez. Hein. Cette semaine, c'était le 5 novembre. J'ai été aussi original qu'un album de reprise des Enfoirés. J'ai lu V pour Vendetta, hein, le chef-d'œuvre d'Alan Moore et de David Lloyd, hein, qui vient traiter d'anarchisme, de liberté, de contrôle de l'État, hein, tout ça sur fond de manigance personnelle pour le héros, qui n'en est peut-être pas un, puisque justement c'est assez subtil, assez complexe. D'ailleurs, si vous regardez le titre du premier chapitre ainsi que la façon dont V se présente à Evie, c'est assez clair dès le départ. Évidemment que c'est un chef-d'œuvre, évidemment qu'il est à relire hein, si vous l'avez déjà lu et qu'il est à découvrir si vous n'avez pas encore eu le plaisir de le faire, puisqu'il est toujours aussi pertinent en 2020 qu'il y a 30 ans. J'ai eu l'impression de faire des infidélités amour puisque j'ai enchaîné directement avec le troisième et dernier omnibus de Batman par Grant Morrison. Ça couvre toute la période Batman Inc. Hein, vous savez, c'est une période qui est assez intéressante puisque c'était une période où il y avait une espèce de défiance envers les riches. Hein, la bulle spéculative des subprimes venait à peine d'exploser. Donc Morrison a un petit peu réagi en faisant de Batman, hein, de Bruce Wayne surtout, un mec qui finançait toute une troupe de Batman à l'international. Néanmoins, je préfère quand même la série Batman, Robin, Dick Grayson, Damian Wayne. Ça, c'est une des meilleures de Morrison sur Batman. D'ailleurs, j'ai vu que ça a fait les gros titres de façon publique, donc on peut le dire. Hein. Grant Morrison a déclaré qu'il était non-binaire, qu'il était gender fluid, donc il n'était pas simplement soit un homme, soit une femme, que c'était plus complexe que ça dans sa tête, et ce depuis 50 ans. Je dirais tout simplement que ça fait au moins 60 ans qu'il a des histoires de tarés dans sa tête, hein, et c'est pour ça qu'on l'aime, ce doudingue prétentieux. J'ai aussi continué depuis la semaine dernière sur ma lancée hein, de Jean-Paul Sartre. J'ai lu cette fois Mort sans sépulture, qui est une de mes préférées de Jean-Paul Sartre, une pièce de théâtre. Hein, ça parle de résistants qui sont faits prisonniers, qui sont enfermés tous ensemble, donc il y a une espèce de huis clos, une tension perpétuelle, hein, puisqu'ils s'interrogent sur l'existence, sur ce qu'ils peuvent être, sur ce qu'ils sont capables de faire, puisqu'ils sont interrogés un par un, donc sur leur rapport à la souffrance. Hein. Ils parlent d'un petit bout de vie posthume, c'est génial. C'est un petit bijou, hein, je vous le conseille. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous lisez, ce que vous geekez. Hein. J'espère que vous avez au moins lu le one-shot del Bando del Pueblo de la semaine, hein, qui opposait Callisto à La Guêpe. Hein. Donc c'était scénarisé par mes soins, dessiné par Alric, qui d'ailleurs a sa propre chaîne YouTube également. Donc voilà, là je vous avoue qu'on a opté pour quelque chose d'un petit peu léger, mais fun néanmoins. C'est la fin de ce JT un petit peu particulier, hein. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'être toujours de plus en plus nombreux à le faire, d'être de plus en plus nombreux toujours à laisser des pouces bleus, parce que j'ai l'impression que vous savez que ça aide et que vous voulez aider. Hein. Je le vois aussi à vos partages hein, sur Facebook, vos tweets, vos retweets, vous m'incorporez dans les stories Instagram. Croyez-moi, je vois tout et je vous en remercie, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas hein, donc à me dire ce que vous avez pensé du JT hein, dans les commentaires sur YouTube, où je réponds à chacun d'entre vous, ou bien sur les réseaux sociaux, hein, donc à Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Prenez soin de vous, prenez soin de tous, hein, et rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Du coup, attends, est-ce que pour faire un test Covid à Ghost Rider, il vaut mieux aller avec un pic à brochette ou une fourchette à barbecue? Ça, c'est les vraies questions que personne ne se pose. Il est où Jean-Jacques Bourdin là?